les amis de ma femme l'ont montée contre moi. Elle leur a envoyé un message disant qu'elle était piégée et ne restait que pour les enfants. J'ai pris son bluff au mot et j'ai fait signifier les papiers. Maintenant qu'elle est en train de tout perdre, elle pleure, tu n'as pas le droit de prendre cette décision. Nous avions l'habitude de dîner le dimanche, chaque semaine, sans faute. La table était mise à midi, quelque chose cuisait dans le four, les enfants se couraient après dans le couloir. Mélanie était dans la cuisine, non pas parce que je le lui demandais, mais parce qu'elle le voulait. C'était son truc. Elle avait une liste de lectures qu'elle ne passait que les dimanches. Il y avait quelque chose dans tout cela qui ressemblait à un signal. C'est le temps de la famille. C'est à nous. C'était il y a 4 ans, peut-être 5. Difficile de dire avec précision quand les choses ont commencé à changer, car ce ne fut pas un moment unique. C'était progressif, le genre de changement que l'on ne remarque que lorsqu'on regarde en arrière et qu'on réalise que la table n'a pas été mise un dimanche depuis des mois. Nous nous sommes rencontrés à Huntsville, avons vécu ici toute notre vie, nous sommes mariés à l'église baptiste de Willowbrook où nos 2 familles allaient. Le genre de mariage où les gens de l'église de vos parents sont assis à côté de vos amis d'université et où tout semble juste. Mélanie avait 24 ans. J'en avais 26. Nous n'étions pas naïfs. Nous savions ce que nous construisions. 2 enfants sont arrivés. Ethan, qui a maintenant 5 ans, obsédé par les camions et tout ce qui a des roues. Et Clara, 7 ans, qui agit déjà comme si elle dirigeait la maison, ce qui, honnêtement, est peut-être le cas. Nous avons acheté une maison dans le nord de la ville. Rien d'extraordinaire. 3 chambres, un bon district scolaire. Je conduis un Toyota Tacoma de 2011 que j'entretiens bien. Nous avions un compte Chase, un budget commun, une routine. Nous n'étions pas riches. Nous étions stables depuis des années. C'était suffisant. Plus que suffisant. Puis Mélanie a commencé à passer plus de temps avec 2 femmes qu'elle avait rencontrées dans un groupe de fitness local. Julie Vaughn et Aria Pind. Julie avait divorcé 2 ans avant son appel. D'après ce que j'ai entendu, Aria était célibataire, jamais mariée, et avait beaucoup d'opinions sur ce que le mariage fait aux femmes. Ce n'étaient pas de mauvaises personnes. Je ne vais pas m'asseoir ici et dire cela. Mais elles avaient une vision du monde qui ne correspondait à rien de ce sur quoi Mélanie et moi nous étions jamais mis d'accord, dont nous avions parlé, ou même que nous avions envisagé. Au début, ce n'était rien. Des brunchs tardifs le week-end, quelques soirées, très bien. Mélanie avait besoin de son propre espace, de ses propres amitiés. Je n'ai jamais eu de problème avec ça, mais quelque part dans ces conversations, quelque chose a commencé à rentrer à la maison avec elle. Pas tout de suite. Cela s'est insinué lentement, comme une fissure qui progresse dans un mur. On passe devant tous les jours et à un moment donné, on se rend compte que ce n'est plus la même fissure. Elle est plus large. Elle va plus profond et le mur est toujours debout, mais on ne sait pas pour combien de temps. La première chose que j'ai remarquée, c'est l'arrêt des dîners du dimanche. Pas de conversation à ce sujet. Pas de décision. Une semaine, il n'y avait pas de nourriture dans le four. Pas de liste de lecture. Ethan a demandé pourquoi nous ne mangions pas ensemble. Mélanie a dit qu'elle était fatiguée. D'accord. La semaine suivante, même chose. Puis c'est juste devenu normal. Une tradition qui existait depuis des années a tranquillement disparu et j'étais le seul à sembler remarquer qu'elle avait disparu. Puis est venu le langage. Des mots que je ne l'avais jamais entendu utiliser auparavant. Espace, pression, mon identité, pas dans des disputes, juste dans des conversations, lâchés nonchalamment comme s'ils avaient toujours fait partie de son vocabulaire. Ce n'était pas le cas. Je sais comment Mélanie parlait. Je l'écoutais depuis plus d'une décennie. Je n'ai rien dit pour le moment. J'ai observé. C'est ce que je fais. Je ne suis pas un réacteur par nature. Je suis un mécanicien. Je regarde ce qui est devant moi, je détermine ce qui est cassé, et je décide s'il vaut la peine de le réparer ou si la pièce doit être entièrement remplacée. J'ai appliqué la même approche à ce qui se passait dans ma maison. J'ai observé, j'ai écouté, et j'ai commencé à prendre des notes. L'école a envoyé un rappel à la maison dans le sac à dos de Clara un jeudi. Réunion parents-professeurs le mardi suivant à 18h30. Je l'ai sorti de son dossier ce soir-là,
Je l'ai mis sur le comptoir de la cuisine où Mélanie le verrait, et je l'ai mentionné au dîner. Compris, a-t-elle dit. Elle regardait son téléphone. Mardi est arrivé. J'ai quitté le travail à 17 h, j'ai récupéré Ethan à la garderie, je suis passé à la maison chercher Clara. La voiture de Mélanie était partie. Je lui ai envoyé un message. Pas de réponse pendant 40 minutes. Quand elle a répondu, la réunion avait déjà commencé. Elle a dit qu'elle avait perdu la notion du temps. Elle était avec Julie. J'y suis allé seul, je me suis assis en face de l'enseignante de Clara, une jeune femme nommée Madame Adli, qui a été assez professionnelle pour ne rien dire sur la chaise vide à côté de moi. Elle m'a dit que Clara allait bien, un peu distraite ces derniers temps, m'a demandé si tout allait bien à la maison. Je lui ai dit que nous allions bien. J'ai souri. J'ai ramené les enfants à la maison et je les ai mis au lit. C'était la première fois que j'écrivais quelque chose. Pas de manière dramatique, juste une note sur mon téléphone. Date, ce qui s'est passé, ce qui a été dit. Je ne savais pas pourquoi je le faisais à l'époque. Instinct. Peut-être le même instinct qui vous fait photographier une bosse sur une voiture de location avant de quitter le parking. Au cours des 2 mois suivants, les notes se sont accumulées. Mélanie a cessé d'aller à l'église. Pas de conversation, pas de raison donnée. Elle a juste arrêté. D'abord un dimanche, puis 2, puis chaque semaine. J'emmenais les enfants seuls. Les gens demandaient où elle était. Mes réponses étaient courtes. Elle avait un empêchement. Au bout d'un moment, j'ai arrêté de m'expliquer. Les disputes ont commencé à cette époque aussi. Pas des disputes bruyantes au début, plutôt une tension qui ne se relâchait jamais complètement. Je posais une question simple, où elle avait été, à quelle heure elle rentrerait, et elle le traitait comme un interrogatoire. Pourquoi as-tu besoin de tout savoir? Ce genre de choses. Je restais calme. Elle insistait plus fort. Puis elle se taisait pour le reste de la soirée. Un soir, je suis rentré à la maison pour trouver les enfants devant la télévision avec des céréales pour dîner à 19 h. Ethan avait du lait sur sa chemise. Clara avait déjà dépassé son heure de coucher. Mélanie était dans la chambre, la porte fermée. J'ai pris soin des enfants, j'ai nettoyé, et j'ai frappé à la porte. Elle a dit qu'elle avait mal à la tête. J'ai dit d'accord et je suis allé vérifier la lessive. Il y avait une version de moi qui aurait frappé à nouveau. Qui aurait demandé ce qui n'allait pas? Qui aurait essayé de réparer ce qui était cassé entre nous? J'avais fait cela pendant des mois. J'avais fait exactement cela. Chaque fois que je tendais la main, elle reculait. Chaque fois que j'évoquais la distance, elle retournait la situation. Tu es contrôlant. Tu ne me laisses pas d'espace pour respirer. Tu veux que je sois quelqu'un que je ne suis plus. Cette dernière phrase m'a marqué parce qu'elle avait raison, mais pas dans le sens où elle l'entendait. La personne qu'elle devenait, dédaigneuse, absente, utilisant un langage qui sonnait emprunté plutôt que le sien. Ce n'était pas quelqu'un que je reconnaissais. Mais la femme qui préparait les dîners du dimanche, qui chantait faux dans la cuisine et qui s'asseyait avec moi sur le porche une fois les enfants couchés. Cette personne-là, je la connaissais parfaitement. Je lui ai demandé une fois directement, est-ce que cela vient de Julie et Aria? Elle m'a regardé comme si je l'avais accusée de quelque chose. Alors maintenant, je ne peux pas avoir mes propres pensées. Mes amis sont un problème. Je n'ai pas dit ça. Tu n'as pas eu besoin de le faire. Elle a quitté la pièce. Fin de la conversation. Je suis retourné à mes notes. À la fin du 2e mois, j'avais une image claire. Pas d'un mariage en difficulté. Je le savais depuis un certain temps. Ce que j'avais, c'était une chronologie. Des dates précises, des incidents spécifiques, la réunion à l'école, les dimanches, les dîners, les disputes, et exactement comment elles commençaient et comment elles se terminaient. Je ne constituais pas encore un dossier, mais je construisais quelque chose. Et puis son téléphone a vibré sur le comptoir de la cuisine un après-midi alors qu'elle était sous la douche, et l'écran s'est allumé avec un message de Julie. Je ne l'ai pas pris. Je n'en ai pas eu besoin. L'aperçu était suffisant. Tu le lui as déjà dit? Ma belle, tu vaux bien mieux que cette vie. On en a parlé. J'ai posé mon café, je suis resté là une seconde,
puis je suis allé au garage et j'ai commencé à faire la vidange du Tacoma. Certaines choses doivent décanter avant de décider quoi en faire. Je n'ai pas mentionné ce que j'avais vu sur son téléphone. Ni ce soir-là, ni le lendemain. J'avais besoin de comprendre toute l'étendue de ce à quoi j'avais affaire avant de dire quoi que ce soit. Réagir trop tôt est le moyen de perdre l'avantage. Alors, je me suis tu et j'ai prêté une attention plus soutenue. 2 semaines plus tard, Mélanie a laissé son iPad sur le canapé. Elle l'utilisait pour envoyer des messages. Elle était passée à cet appareil à un moment donné, probablement parce qu'elle pensait que je ne le vérifiais pas. Elle avait raison de dire que je ne l'avais pas fait jusqu'à cet après-midi-là. Elle était dehors avec les enfants. J'avais peut-être 10 minutes. Je n'ai pas eu à chercher. Le fil de conversation avec Julie était là, remontant à des mois. J'en ai lu assez pour comprendre ce qui se passait dans ma propre maison à mon insu. Mélanie avait dit à Julie qu'elle se sentait piégée, qu'elle avait tout abandonné pour construire une vie dont elle n'était plus sûre de vouloir, que je l'étouffais, que je contrôlais toute la maisonnée, qu'elle ne restait que pour Ethan et Clara. Il y avait un message datant de 3 semaines où elle écrivait qu'elle en avait fini de faire semblant et qu'elle pensait déjà à la suite. Et puis celui qui a tout scellé pour moi, honnêtement, si je pars, j'emmène les enfants. Ils ont plus besoin de leur mère que d'une maison à Huntsville. J'ai remis l'iPad exactement où il était. Je suis allé à la cuisine, j'ai versé un verre d'eau, je l'ai bu lentement. Les enfants ont plus besoin de leur mère que d'une maison à Huntsville. Cette phrase n'a pas atterri comme un coup de poing dans le ventre. Elle a atterri comme une décision. Parce que là, elle m'avait dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur où elle en était, ce qu'elle prévoyait, et combien de temps il me restait réellement avant qu'elle ne fasse un mouvement selon ses propres termes. Elle ne dérivait plus. Elle avait une direction. Je suis retourné dehors. Ethan était sur son vélo, vacillant dans l'allée. Clara dessinait quelque chose à la craie sur le béton. Mélanie était sur son téléphone, assise dans la chaise de jardin, ne regardant aucun des deux. Je me suis accroupi à côté d'Ethan, j'ai stabilisé son guidon, je lui ai dit qu'il se débrouillait très bien. Je ne lui ai pas adressé un mot. Ce soir-là, après que les enfants furent au lit, elle est entrée dans la cuisine pendant que je nettoyais. Normalement, comme si de rien n'était. Elle a demandé si je voulais regarder quelque chose. J'ai dit que j'étais fatigué. Elle a haussé les épaules et est retournée dans la chambre. Je suis resté assis à la table de la cuisine pendant 1 heure après cela. Ce qu'elle avait écrit sur moi, contrôlant, étouffant, tout ça. J'y ai réfléchi, cherchant quelque chose de vrai là-dedans. C'est un exercice juste. Peut-être avais-je des angles morts, mais je revenais sans cesse aux détails. Je travaillais plus de 40 heures par semaine dans l'installation et la maintenance de systèmes de chauffage, ventilation et climatisation. J'ai entraîné le groupe de football d'Ethan le samedi quand il a eu 4 ans. Je m'occupais de l'entretien de la voiture, des réparations de la maison, de chaque projet de bricolage dont cette maison avait besoin, la plupart pendant les week-ends. Je n'avais jamais dit à Mélanie où elle pouvait aller, qui elle pouvait voir, ou ce qu'elle pouvait dépenser. J'avais demandé où elle était. C'était apparemment le problème. J'ai appelé mon frère aîné, Édouard, le lendemain matin pendant ma pause déjeuner. Il avait traversé un divorce 6 ans auparavant, un divorce difficile, et il en était sorti stable. Je lui faisais plus confiance qu'à quiconque. Je lui ai raconté ce que j'avais trouvé. Pas tout, mais assez. Il est resté silencieux un moment. Puis il a dit, « Tu dois parler à un avocat spécialisé en droit de la famille. Pas demain. Cette semaine. Et arrête d'essayer de réparer les choses. » Il a dit, « Tu ne peux pas réparer quelque chose que l'autre personne est déjà en train de quitter. » J'ai cherché cet après-midi-là. J'ai trouvé un cabinet de droit de la famille à Huntsville, Stanton & Associates, des avis raisonnables, qui prenait des rendez-vous le jeudi. J'en ai réservé un pour la semaine suivante. Ce soir-là, Mélanie était de bonne humeur pour la première fois depuis un moment. Elle a fait des pâtes, s'est assise avec les enfants, a ri de quelque chose que Clara a dit. Pendant 1 seconde, cela ressemblait presque à avant. Presque. Je l'ai regardée de l'autre côté de la table et j'ai pensé. Elle n'a aucune idée de ce qui s'en vient. Non pas parce que je voulais la blesser, mais parce qu'elle planifiait depuis des semaines alors que j'étais encore dans la cuisine à essayer de faire fonctionner les choses. C'était fini maintenant.
Elle avait clarifié sa position avec ses propres mots à son ami, pensant que je ne le verrais jamais. Elle en avait fini de faire semblant, avait-elle écrit. Moi aussi. L'avocat s'appelait Blake Weston. Jeudi à 16h30, un petit bureau près de University Drive, 2 chaises en face d'un bureau rempli de dossiers. Il avait peut-être 50 ans. Pas de chichi. Le genre de type qui ne s'adosse pas et ne croise pas les mains quand il écoute. Il se penche en avant et prend des notes. J'ai tout exposé. La chronologie que j'avais construite, la réunion à l'école, l'église, les messages que j'avais vus sur l'iPad. J'avais fait des captures d'écran des plus pertinents le lendemain de leur découverte, avant qu'elle n'ait de raison de les supprimer. Il les a examinés sans réagir et a posé quelques questions sur la maison, à quel nom était le bail. Le mien, je lui ai dit, et mon frère s'était porté co-signataire lorsque nous l'avons loué pour la première fois il y a 3 ans. Il a noté cela. Il m'a expliqué les bases. L'Alabama est un État de distribution équitable, pas 50-50e, ce qui signifiait que le juge examinait les contributions, la durée du mariage, les arrangements de garde. Il a dit que les messages que j'avais n'étaient pas juridiquement décisifs, mais qu'ils établissaient un schéma comportemental qui comptait dans un contexte de garde. Il m'a dit d'arrêter de modifier ma routine avec les enfants, de continuer à faire les trajets scolaires, le football du samedi, les couchers, et de tout documenter. Il a dit que si elle agissait en premier pour la garde, nous aurions déjà des mois de preuves montrant qui était présent. Et si elle essaie de les emmener avant que nous ne déposions la demande? Ai-je demandé. Elle ne peut pas simplement les prendre. Vous êtes un parent marié et présent avec des droits égaux. Elle aurait besoin d'une ordonnance du tribunal. Si elle tente quoi que ce soit en dehors de cela, vous m'appelez et nous agissons immédiatement. Il a glissé une carte sur le bureau. Gardez-la sur vous. Je suis rentré chez moi avec une image plus claire que celle avec laquelle j'étais entré. Ce n'était plus une situation à laquelle je réagissais. J'avais un plan, une chronologie, et quelqu'un dans mon camp qui savait ce qu'il faisait. Ce week-end-là, j'ai dit à Mélanie que je voulais parler. Les enfants étaient chez ma mère pour une visite le samedi après-midi. Elle les gardait une fois par mois, depuis leur naissance. J'ai attendu que Mélanie s'assoie à la table de la cuisine avant de dire quoi que ce soit. Je veux savoir où nous en sommes vraiment, ai-je dit. Pas une dispute, juste une conversation honnête. Elle a croisé les bras. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Ce qui est vrai. Elle est restée silencieuse un moment. Puis, j'ai l'impression de disparaître dans ce mariage depuis 2 ans. Comme si tout ce que je fais est filtré à travers ce dont tu as besoin, ce dont les enfants ont besoin, ce dont cette maison a besoin. Je ne sais pas qui je suis en dehors de ça. J'ai écouté. Je l'ai laissé finir. Es-tu dans ce mariage ou pas? Ai-je demandé. Elle a regardé la table. Je ne sais pas. Voilà. Pas une surprise, mais l'entendre dit à voix haute dans ma propre cuisine, cela avait un poids différent. Alors je demande le divorce, ai-je dit. Elle a levé les yeux rapidement. Quoi? Tu viens de me dire que tu ne sais pas si tu es dans ce mariage. Je ne vais pas rester assis ici à attendre que tu décides pendant que tout le reste continue de s'effondrer. Quelque chose a traversé son visage. Pas tout à fait le choc, plutôt comme si elle tenait une main de carte et que quelqu'un avait retourné la table. Tu ne peux pas simplement, ce n'est pas quelque chose que tu peux décider tout seul. Je ne décide pas pour nous deux. Tu as déjà pris ta décision. Je ne fais que réagir. J'ai dit que je ne savais pas. Cela ne veut pas dire que Mélanie, j'ai gardé ma voix neutre. J'ai lu tes messages à Julie sur l'iPad il y a des semaines. Je sais ce que tu as dit. Je sais ce que tu as planifié. Alors, ne jouons pas la comédie de la surprise. La couleur a quitté son visage. Elle a commencé à dire quelque chose, s'est arrêtée, a recommencé. C'était privé. Tu as laissé l'iPad sur le canapé. Je ne cherchais rien. Je me suis levé. J'ai déjà parlé à un avocat. Je ne te demande pas ta permission et je ne cherche pas à débattre. Je voulais te le dire directement, par courtoisie, avant que les papiers ne soient signifiés. Elle a reculé sa chaise de la table. Tu es allé voir un avocat sans même m'en parler d'abord. Après tout ça. C'est bien toi. Je l'ai regardé une seconde.
Tu as dit à Julie que tu en avais fini de faire semblant et que tu pensais déjà à la suite. Tu as écrit que tu emmènerais les enfants si tu partais. J'ai pris mes clés sur le comptoir. Je suis juste celui qui a agi le premier. Tu peux être en colère contre Satan que tu veux. Je suis allé chercher les enfants chez ma mère. Elle a appelé 3 fois pendant le trajet. J'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Quand je suis revenu dans l'allée ce soir-là, la voiture de Julie était garée devant. Une Nissan blanche que j'avais vue assez de fois pour la reconnaître sans y penser. Je suis resté assis dans le tas commun un moment. Les enfants à l'arrière, Ethan déjà à moitié endormi sur son siège. J'ai pris une grande inspiration. Puis je suis sorti, je les ai détachés tous les deux, et je suis entré comme je le faisais toujours. Mélanie était dans le salon. Julie était sur le canapé à côté d'elle. Aria se tenait près de l'entrée de la cuisine, les bras croisés, me regardant. La façon dont les gens regardent quelqu'un dont ils parlent depuis des mois. J'ai balayé toute la pièce du regard en environ 2 secondes. « Salut mon grand », ai-je dit à Ethan, « va choisir ton pyjama. »« Clara, peux-tu l'aider ?» Clara a regardé entre moi et sa mère, lisant l'atmosphère comme le font les enfants de 7 ans quand ils ont été assez exposés à la tension pour la reconnaître. Elle a pris la main de son frère et est allée dans le couloir. Je me suis tourné vers les 3 femmes. Mélanie a parlé la première. « Nous devons parler de ce que tu as dit plus tôt. » Nous avons déjà parlé. J'ai dit que tu m'as prise de court. Tu ne m'as donné aucune chance de Mélanie, j'ai gardé ma voix calme. Tu as 2 amis dans notre salon en ce moment. Je vais te donner un choix. Nous avons cette conversation en privé demain, quand les enfants seront à l'école. Ou nous l'avons maintenant. Nous tous. Et je dis tout ce que j'ai à dire devant ton public. C'est ton choix. Julie est intervenue avant que Mélanie ne puisse répondre. Elle avait besoin de soutien. Tu ne peux pas simplement je ne vous ai rien demandé. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. J'ai regardé Julie directement, avec respect. C'est ma maison et mon mariage. Vous y avez déjà eu assez d'influence. Ça a fait mouche. Julie a cligné des yeux. Aria a changé de pied mais n'a rien dit. Mélanie s'est levée. C'est exactement de ça que je parle. C'est ça, le contrôle. Le contrôle. J'ai hoché la tête lentement. D'accord. Laisse-moi te dire ce qu'est le contrôle pour moi. Le contrôle, c'est de décider que ton mari est le méchant dans une histoire que tu racontes à tes amis depuis des mois, en utilisant le langage qu'elles t'ont fourni, sans jamais t'asseoir avec lui pour avoir une véritable conversation à ce sujet. C'est ce qui se passe dans cette maison. Tu as lu mes messages privés. Tu as laissé ton iPad sur le canapé et oui, je les ai lus. Veux-tu parler de ce qu'ils contenaient ou veux-tu continuer à parler de la façon dont je les ai trouvés? Elle n'a pas répondu. Tu as écrit que tu étais piégé. Je l'ai dit clairement, sans théâtralité. Que tu ne restais que pour les enfants, que tu pensais déjà à la suite et que tu les emmènerais en partant. J'ai regardé Julie et Aria. Vous étiez toutes les deux le public pour tout ça. Je ne suis pas en colère contre vous, mais je veux que vous compreniez quelque chose. Elle a passé des mois à vous raconter sa version de ce mariage. Vous n'avez jamais entendu la mienne, et vous l'avez aidé à monter un dossier contre quelqu'un avec qui vous n'avez jamais passé 20 minutes. Aria a ouvert la bouche. J'ai levé une main, pas agressivement, juste fermement. Je n'ai pas fini. Je me suis retourné vers Mélanie. J'ai subvenu aux besoins de cette famille chaque semaine. J'étais à chaque événement scolaire dont j'avais connaissance. Et je dis ça parce que tu as manqué le dernier sans me le dire. J'ai entraîné le football d'Ethan le samedi. Je me suis occupé de chaque réparation dans cette maison. Je ne t'ai jamais dit qui être ou qui fréquenter. Ce que j'ai fait, c'est te demander où tu étais parfois. C'est ce qui est devenu de l'oppression dans ta version des choses. J'ai fait une pause. Alors non, je n'accepte pas ce récit et je ne le ferai pas. La voix de Mélanie a baissé. Tu n'as pas le droit de prendre cette décision. Pas seul. C'est notre famille. Ça a cessé d'être une décision le jour où tu as écrit que tu en avais fini de faire semblant. Je l'ai dit sans colère, ce qui, d'une certaine manière, l'a rendu plus percutant. Je n'ai pas mis fin à ce mariage.
Je suis juste celui qui remplit les papiers. Le silence s'est fait dans la pièce. Pas un silence gênant. Le genre de silence qui s'installe après qu'une vérité a été dite, et que personne n'a d'argument à opposer. Julie a regardé Mélanie. Mélanie a regardé le sol. Aria a pris son sac. Peut-être devrions-nous leur laisser un peu d'espace. Ouais, ai-je dit, c'est probablement une bonne idée. Elles sont parties en moins de 5 minutes. J'ai entendu la porte d'entrée se fermer, entendu la Nissan de Julie reculer dans l'allée. Puis il n'y avait plus que nous deux et le bruit des enfants qui bougeaient dans la chambre du fond. Mélanie s'est rassise sur le canapé. Elle avait l'air épuisée, plus en colère, juste vidée. Elle a mis ses mains sur son visage et est restée comme ça un long moment. Quand elle a relevé la tête, ses yeux étaient humides. Je ne pensais pas que tu le ferais vraiment. Je sais. Je pensais que tu allais je ne sais pas. Te battre pour ça, pour nous. Je me suis assis en face d'elle, pas à côté d'elle. Je me suis battu pour ça. Pendant presque 1 an, j'ai essayé de t'atteindre. À chaque conversation, tu as dévié. Chaque fois que j'ai évoqué la distance, tu as fait en sorte que ce soit de ma faute. Je me suis battu pour ça jusqu'à ce que tu dises à ton ami que tu prévoyais de partir et de prendre mes enfants. Je l'ai regardé droit dans les yeux. C'est là que j'ai arrêté de me battre pour le mariage et que j'ai commencé à me battre pour autre chose. Elle s'est essuyée le visage avec le dos de la main. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Les papiers sont en cours de rédaction. Weston a dit que nous pouvions les attendre d'ici 2 semaines. Je te recommanderais de prendre ton propre avocat avant qu'il n'arrive. Je me suis levé. Je n'essaie pas de rendre les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être, mais les enfants restent ici pendant la semaine. Ce n'est pas un point de négociation. Elle a commencé à dire quelque chose. Mélanie, ma voix était définitive, pas cruelle. Prends un avocat. C'est la conversation maintenant. Je veux aller voir les enfants. Ethan était déjà en pyjama, attendant que je lui lise une histoire. Clara s'était mise au lit avec un livre, ce qu'elle faisait parfois quand elle avait besoin que les choses semblent normales. Je me suis assis sur le bord du lit d'Ethan et j'ai lu 3 pages du livre sur les camions qu'il trimballait depuis 2 mois. Il s'est endormi avant que je termine la 2e. J'ai éteint sa lampe et je suis resté dans l'encadrement de la porte 1 seconde, le regardant. Puis je suis allé au garage, j'ai allumé la lampe de travail au-dessus de l'établi, et j'ai passé 1 heure à organiser la boîte à outils. Non pas qu'elle en ait eu besoin, juste parce que j'avais besoin de faire quelque chose de mes mains pendant que tout se mettait en place. Les papiers ont été signifiés un mardi matin. Mélanie était à la maison. Moi non. J'avais un chantier à Madison et j'étais déjà à 20 minutes de route quand l'huissier est passé. Elle m'a appelé 2 fois. J'ai laissé sonner. Il n'y avait plus rien à dire au téléphone qui n'ait déjà été dit dans ce salon. Elle a engagé une avocate 4 jours plus tard. Une femme nommée Vera Holloway, droit de la famille, centre-ville de Huntsville. Blake m'a dit que c'était un choix raisonnable, pas quelqu'un connu pour ses tactiques de la terre brûlée, ce que j'ai pris comme un signe que Mélanie avait encore une certaine lucidité sous tout le reste. La procédure a avancé comme ces choses avancent lentement, avec de la paperasse, de l'attente, avec l'email occasionnel entre avocats que vous lisez 2 fois puis vous vous asseyez. Nous avons mis en place un arrangement temporaire pendant que les choses étaient en suspens. Mélanie est restée dans la maison pendant les 3 premières semaines, ce que j'ai accepté pour le bien des enfants. Je suis resté chez Édouard sur un canapé-lit dans sa chambre d'amis, qu'il m'avait proposé sans que je le demande. Ce n'était pas confortable. Ce n'était pas censé l'être, mais c'était temporaire, et je le savais en y allant. Ce sur quoi je ne voulais pas céder, c'était tout arrangement qui réduirait mon temps avec Ethan et Clara. Blake m'avait conseillé. Des mois de présence documentée, les trajets scolaires, les samedis au football, les rituels du coucher. Quand l'avocate de Mélanie a demandé la garde principale en sa faveur, citant le rôle traditionnel de la mère, Blake a présenté le dossier au médiateur sans un mot d'argumentation. Le dossier parlait de lui-même. Le médiateur a recommandé une garde légale conjointe avec une résidence physique principale au domicile familial avec moi. Mélanie aurait les enfants un week-end sur 2 et un soir de semaine, avec une flexibilité intégrée pour les vacances et les congés scolaires. Ce n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Je pouvais le voir à la façon dont elle était assise dans cette salle de conférence, très immobile, très contrôlée,
comme le sont les gens quand ils absorbent quelque chose pour lequel ils n'étaient pas préparés. Elle n'a pas contesté la décision. Je pense qu'à ce stade, elle savait qu'elle ne le pouvait pas. Et peut-être qu'une partie d'elle comprenait pourquoi. La maison est restée avec moi. Mon nom était sur le bail depuis le début. Mon frère s'était porté co-signataire, et je m'étais occupé de chaque renouvellement, de chaque demande d'entretien, de chaque interaction avec le propriétaire pendant 3 ans. Mélanie a déménagé un samedi de début mars. Quelques cartons, le camion d'un ami. J'ai gardé les enfants chez ma mère ce jour-là. Il n'y avait aucune raison pour qu'ils voient leur mère faire ces cartons. Elle a emménagé temporairement chez Aria. La même femme qui s'était tenue dans mon salon les bras croisés, certaine de mieux comprendre mon mariage que moi. 2 adultes, un appartement, partageant le loyer. Je n'en ai tiré aucune satisfaction. Je le mentionne seulement parce qu'il y a une ironie particulière à regarder l'architecture de la nouvelle vie de quelqu'un se construire par les mêmes personnes qui ont aidé à démolir l'ancienne. J'espère que ça a marché pour elle. Cette partie ne me concernait plus. Le divorce a été finalisé 11 semaines après le dépôt des papiers. Pas d'audience contestée, pas d'échanges acrimonieux devant un juge. C'est allé vite, ce qui, je pense, a surpris certaines personnes qui s'attendaient à ce que ce soit plus désordonné, mais il n'y avait pas grand-chose à contester une fois les positions claires. Quand vous avez déjà dit tout ce qui devait être dit. Vous n'avez pas besoin d'une salle d'audience pour terminer la conversation. Willowbrook avait un groupe d'hommes qui se réunissaient le mercredi soir. Quelque chose que j'avais laissé de côté au fil des ans quand l'emploi du temps s'était chargé. J'ai recommencé à y aller en avril. Personne n'en a fait toute une histoire. Le pasteur Reed m'a serré la main, m'a demandé comment allaient les enfants, et m'a indiqué le café. C'était suffisant. Les dîners du dimanche sont revenus aussi. Pas comme avant. Rien n'est jamais exactement pareil. Mais j'ai recommencé à cuisiner le dimanche. Des choses simples. Des crêpes le matin, quelque chose de consistant le soir. Clara avait des opinions sur l'assaisonnement qu'elle n'hésitait pas à partager, ce que j'ai pris comme un bon signe. Ethan se souciait surtout de savoir s'il y avait assez de sirop. Nous nous asseyions à table, tous les 3, et nous mangions et parlions de tout ce dont il voulait parler. Des camions, de l'école, un lézard que Clara avait repéré dans le jardin. Des choses normales. Mélanie et moi nous parlions quand c'était nécessaire. Les transferts, les nouvelles de l'école, un conflit d'horaire ici et là. C'était civilisé. Pas chaleureux, pas proche, mais civilisé. Les enfants passaient de l'un à l'autre sans drame, ce qui était la seule chose qui comptait. Il y avait des moments, généralement tard le soir après que les enfants étaient couchés. Quand je m'asseyais sur le porche arrière avec une tasse de café et que je laissais le silence s'installer, je pensais aux années que nous avions eues, celles qui étaient authentiques et celles qui s'effritaient déjà sur les bords avant que je ne le voie clairement. Je n'en gardais pas d'amertume. L'amertume coûte cher, et j'avais 2 enfants à élever. Ce que je gardais, c'était une compréhension claire de quelque chose sur lequel j'aurais dû agir plus tôt. Que quand quelqu'un vous dit avec ses propres mots qu'il est déjà parti, il faut le croire. Non pas comme une menace à négocier à la baisse, mais comme une information, comme un fait. Elle a dit à son ami qu'elle en avait fini de faire semblant. La chose honnête, avec le recul, c'est qu'elle avait raison. Elle avait fait semblant, et moi aussi, à ma manière. Prétendant que la distance ne grandissait pas. Prétendant que la prochaine conversation pourrait être celle qui redresserait les choses. Prétendant qu'un mariage peut survivre quand une seule personne essaie encore de le maintenir. Il ne le peut pas. Ce n'est pas une tragédie. C'est juste comme ça que ça marche. Un samedi matin de mai, environ 2 mois après que tout fut finalisé, j'ai garé le Tacoma dans l'allée après une course à la quincaillerie. Clara était dans le jardin avec un morceau de craie, dessinant quelque chose d'énorme sur le béton. Cela ressemblait à une sorte de carte avec des légendes que je ne pouvais pas lire depuis la rue. Ethan était assis au milieu, à l'intérieur d'un cercle qu'elle avait dessiné, apparemment placé là par sa sœur pour des raisons que je ne comprenais pas entièrement. Il a levé les yeux quand il a entendu le camion, a agité les 2 bras comme si j'étais parti depuis 1 mois. Je me suis garé, je suis sorti et je me suis approché pour voir ce qu'il construisait. C'est une ville, m'a dit Clara sans lever les yeux de son dessin. Ethan est le maire. Ethan a hoché la tête sérieusement. Je suis le maire. Bien, ai-je dit.
Je me suis accroupi à côté des lignes de craie, étudiant la carte. Le maire a-t-il besoin d'aide pour les infrastructures? Ethan y a réfléchi un moment. Ouais, a-t-il dit. On a besoin de plus de routes. J'ai pris un morceau de craie et je me suis mis au travail. Une chose qui m'a marqué dans cette histoire, c'est la facilité avec laquelle on peut prendre quelque chose qui n'a jamais été un problème, un dîner de famille, une routine à l'église, un mari qui est présent, et le recadrer comme de l'oppression quand les bonnes voix vous parviennent à l'oreille. Personne ne lui a rien imposé. Ces traditions existaient parce qu'elle avait aidé à les construire. Mais quelque part en chemin, le récit a basculé. La stabilité est devenue une cage. La présence est devenue du contrôle. Et l'homme qui n'avait pas du tout changé est devenu la raison pour laquelle elle ne pouvait plus respirer. Voici ce dont le tribunal ne s'est pas soucié. Les discours, les griefs, les mois de messages sur le sentiment d'être piégé. Ce qu'il a examiné, c'est le dossier. Qui était aux réunions de l'école? Qui était sur la touche chaque samedi? Qui mettait les enfants au lit? La présence n'est pas un geste romantique. C'est un argument juridique. Et c'est aussi le seul qui tienne vraiment la route quand tout le reste s'effondre. Eh bien, c'est ici que notre vidéo se termine. J'espère vraiment que vous avez apprécié ce moment. N'oubliez pas de laisser un j'aime, votre commentaire, et aussi de vous abonner à notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé, et je vous retrouve dans la prochaine narration. Prenez soin de vous.